Il y a une main qui se lève ou c'était un... Eh bien, écoutez, on va commencer avec vous, monsieur. On vous apporte un micro. Je vais simplement vous demander, s'il vous plaît, c'est simplement pour que vous soyez bien filmé, pour une bonne organisation, de vous lever en effet et de vous présenter. Merci. Bonjour, Charles Stessel, sociologue consultant. Une première question pour messieurs Largier et Delchy. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la méthodologie d'enquête en tant que gendarme du nucléaire, entre guillemets? Comment avez-vous réussi à obtenir autant de témoignages du travail réel des intervenants? Ont-ils été prudents du fait des obligations contractuelles qui, on l'aura compris, peuvent gêner la flexibilité et l'instauration de marges pourtant nécessaires à la sécurité? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, petite précision, Charles, on n'est pas gendarme. Justement. C'était une manière de dire. Non, mais Alexandre l'a présenté, l'a rappelé. Il y a l'IRSN d'un côté et l'autorité de sûreté nucléaire. Bon, ça ressemble à l'inspection du travail dans la prévention des risques professionnels. L'autorité de sûreté, il y a des règles, des contrôles à mener. Ça fait partie du système de régulation et ça produit une certaine efficacité. Avant de pouvoir contrôler des règles, il faut les produire, ces règles. Et il faut les produire sur des bases aussi scientifiques, aussi opérationnelles que possible. C'est le rôle de l'IRSN, de faire des expertises de terrain. Donc pour rentrer concrètement sur la situation, nous, quand on rencontre des prestataires ou des intervenants EDF, on ne les oblige pas à nous parler. On a un temps d'entretien avec eux, ils nous disent ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils peuvent dire. Tout est anonymisé, bien entendu. Voilà, donc on a des protocoles, une déontologie, de façon à leur permettre de dire ce qu'ils ont à dire. Et puis, s'ils n'ont pas envie de parler de leurs soucis au travail, ils n'en parlent pas. Après, on ne s'arrête pas aux entretiens. On croise des entretiens et surtout, on le croise avec la réalité du travail. Donc, Alexandre l'a rappelé, on a fait 50 à 70 journées d'observation dans ces grandes enquêtes pour aller voir les contraintes des travailleurs de terrain, mais aussi des cadres, des ingénieurs, des managers, qui eux aussi ont des contraintes auxquelles ils doivent faire face, des injonctions paradoxales. Et voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Le pouce est levé, ça veut dire OK. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, écoutez, on va vous donner le micro, merci. Si vous voulez bien vous lever. Merci. Bien sûr. C'est juste pour que la caméra vous capte bien, monsieur, merci. Et dites-nous qui vous êtes, si vous voulez bien. Alors, Pierre Nérol, responsable maintenant chez Soderne. Une petite question à propos de l'externalisation. Bien souvent, on va confier l'externalisation à des grosses structures qui ont des politiques de prévention, d'environnement, d'hygiène, de sécurité au travail qui sont parfois bien plus avancées que certaines petites structures. Et en quoi cette différence pourrait mettre à mal des points contractuels? Et si ça peut mettre à mal certains points contractuels, comment s'en préserver? Thomas Nivelet. Effectivement, c'est parfois la difficulté qu'on peut rencontrer et qu'on a rencontré dans les différentes études qu'on a pu mener, c'est le fait d'imposer à des structures qui n'ont pas les moyens de remplir les conditions qui sont imposées contractuellement, un certain nombre, par exemple, de certifications, de formations ou de choses comme ça. Aujourd'hui, la réponse est compliquée à votre question, parce que, en fait, contractuellement, on peut imposer ce qu'on veut. Après, le contrat est censé être négocié à deux. Après, on garde le fait que quand on a en face de soi un poids lourd du secteur ou des choses comme ça, c'est parfois difficile de négocier les clauses contractuelles. Mais si l'aspect aujourd'hui, pour répondre clairement à votre question, oui, ça contraint des petites structures à ne pas pouvoir répondre à tous les contrats potentiels auxquels ils pourraient potentiellement souscrire. Après, en termes de solutions, les solutions, elles sont compliquées. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées dans la dernière intervention sur les limites du contrat. Le contrat est un outil, il peut aussi effectivement avoir parfois des conséquences un peu dommageables. Ça fait partie des situations pour lesquelles c'est difficile de trouver en pratique une réponse toute faite à toutes les situations. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la dernière intervention sur le fait qu'il faut prendre situation par situation ce qui peut être fait, parce que je n'ai pas de réponse toute faite à votre question.
Thomas Nivelet, je reste avec vous si vous voulez bien. Pour prendre une question du chat, pouvez-vous revenir sur les différences entre externalisation et sous-traitance de la maintenance? Quel impact en matière d'organisation et surtout de responsabilité? Mais la différence principale en termes de situation de travail, c'est que si on est sur une externalisation simple, où j'ai simplement un contrat d'entreprise qui est conclu avec un prestataire, je vais me retrouver dans une situation quelque part plus facile à appréhender et peut-être potentiellement plus facile à organiser, puisque je vais avoir une entreprise utilisatrice, exploitante d'un équipement de travail, qui va faire intervenir une entreprise extérieure pour une maintenance ponctuelle ou récurrente. Si je commence à rentrer dans le schéma de la sous-traitance et potentiellement de la sous-traitance en cascade dont on évoquait tout à l'heure les problématiques, là, c'est-à-dire que tous les problématiques que je peux rencontrer ou tous les sujets ou les points de vigilance à avoir en termes de prévention vont être démultipliés par le nombre d'intervenants et je vais ensuite avoir des difficultés autres qui vont se rajouter en termes d'organisation, en termes de suivi, qui vont poser des difficultés particulières et pour lesquelles il va falloir entamer une démarche de coordination plus générale, éventuellement de coordination de plusieurs interventions simultanées ou d'opérations avec des intervenants multiples. D'autres questions? N'hésitez pas. Il y a une question ici devant. Je vais en profiter pour en poser une qui nous vient du chat. C'est plutôt pour Monsieur Thiernon. Comment, en pratique, peut-on réduire l'écart entre l'évaluation des risques en amont et la réalisation effective de l'intervention? C'est une très très bonne question. Vous avez 4 L'évaluation des risques, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à faire parce que c'est une évaluation a priori. La seule façon d'avoir, j'allais dire, quelque chose qui me paraît ou qui nous paraît être le plus intéressant à ce niveau-là, c'est effectivement d'avoir des personnes qui font cette évaluation des risques qui sont formées aussi à cette évaluation des risques. Donc je pense que en termes d'évaluation des risques, on a des réponses possibles au sein du réseau, aussi bien l'INRS que les CARSAT, que la Caisse nationale, en termes de formation à l'évaluation des risques. C'est un des axes importants, à mon avis, de monter en compétences. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé de culture de prévention. Et moi, je pense que c'est un des éléments qui alimente effectivement la culture de prévention et qui permet de faire monter l'entreprise, effectivement, en termes de compétences. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Sinon, je pense que ça se saurait. Mais par contre, je pense que l'élément formation, compétences, habitudes et connaissances en termes de maniement, manipulation de l'évaluation des risques est un des éléments qui peut permettre de répondre, je pense, au mieux à votre internaute. Alors avant de prendre la question de monsieur, juste une question qui revient plusieurs fois pour vous. Qu'est-ce que vous appelez mise au travail? Est-ce que c'est l'équivalent de l'analyse de risque dynamique? C'est revenu plusieurs fois, donc je vous la livre. Pas tout à fait. La mise au travail, c'est un des moments particuliers du processus sur lequel l'entreprise intervenante va commencer le travail sur l'équipement de l'entreprise utilisatrice. C'est vraiment ce moment-là que l'on a visé, nous, quand on a fait nos dépouillements d'enquête, notamment avec le MAS Méditerranée GIFIS. C'est vraiment ce moment-là qu'on a visé. Alors, ça se traduit chez certaines entreprises par ce qu'ils appellent un bon de travail ou un bon d'intervention. C'est-à-dire c'est le dernier moment, c'est un complément en fait au plan de prévention et à l'évaluation des risques. C'est le dernier moment sur lequel on va donner le feu vert pour attaquer les travaux. Donc voilà, pour répondre effectivement à cette question-là, c'est vraiment ce moment précis qui a été ciblé dans notre enquête. Merci bien. Je vous en prie. Oui, une problématique réglementaire que j'avais en tête, c'est la question du délit de marchandage. Et est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la sécurité des intervenants, le délit de marchandage? Le délit de marchandage, c'est une situation un peu particulière qui est assez compliquée à définir comme ça de but en blanc. Oui, pour répondre à votre question, ça peut avoir un impact en santé-sécurité. Ça a déjà un impact en droit du travail avant de parler de la santé-sécurité, puisque c'est délit de marchandage, comme son nom l'indique, c'est une pratique qui est interdite. Donc avant tout, c'est quelque chose qui est à proscrire tout simplement parce que c'est interdit. Et après, effectivement, le délit de marchandage derrière va supposer un délitement dans la mise en œuvre de toutes les obligations en matière de santé-sécurité, puisque très souvent derrière, ça va être associé à un manque d'information, à du travail
qui n'est pas organisé et qui va ouvrir la porte à toutes les difficultés qui ont pu être développées, soit par Olivier, soit par les autres intervenants. Et donc, du coup, oui, c'est une situation très problématique en matière de prévention des risques professionnels. Il y a une question, un micro vous arrive. Nicolas Dechy, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez développer en quoi consiste l'ACR, adéquation charge-ressources? Est-ce que c'est adossé à un outil particulier? Pardon, c'est pour vous. Bonne question. Je suis pas. Il y a souvent des bonnes questions. On aurait dû effectivement rentrer dans la tripaille, mais ça ressemble à des tableaux Excel améliorés, avec des durées d'intervention qui sont estimées par des intervenants, des experts, des moyens, des compétences. Voilà, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y aurait des recherches à faire. Ça existe, oui, il y a des outils, mais je ne suis pas spécialiste de ces outils-là. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Luc Decos, du MAS Militani GIFIS. En fait, ce n'est pas une question, mais je voudrais apporter un complément à la réponse d'Olivier sur la question de votre internaute. On s'aperçoit que 80% à peu près des interventions sont récurrentes dans les entreprises. Et ce qui manque peut-être, et ce qui a fait qu'on a découvert des problèmes sur l'analyse de risque et sur les changements de situation de travail, c'est qu'à la fin des chantiers, on a tendance à être beaucoup plus rapide, c'est-à-dire on a rendu la machine à son propriétaire, comme l'a dit Olivier, et on n'a fait pas trop le bilan de ce qui s'est passé entre le travail prescrit et le travail réel. Et je pense que ce qui permettrait de faire évoluer les choses et voir cette différence entre l'analyse de risque et ce qui se passe réellement, c'est de travailler un peu plus sur cette notion de bilan, qui se fait par ailleurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Quand vous donnez un travail à un prestataire, il vous fait un devis par rapport à ce travail prescrit, et si vous lui demandez des choses supplémentaires, ne vous inquiétez pas, dans la facture, il va vous mettre ce qu'il y a en plus. Et c'est exactement la même chose en matière de santé, de sécurité et d'environnement. En cas de changement de situation de travail, il y a une analyse à refaire, il y a des prestations à refaire, il y a des conditions à refaire. Et là, je pense que c'est cette notion de bilan, de fin de chantier qu'il faut peut-être travailler un peu plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Un commentaire? Non. Oui, je tiens quand même à dire que le réseau, même si d'un point de vue réglementaire ou autre chose comme ça, qui concerne mon angle à moi, il n'y a rien sur la clôture des interventions. Olivier a parlé par exemple de la R474. Dans la R474, il y a des éléments qui sont liés à la clôture des interventions, et on peut aussi citer la R429 ou d'autres recommandations qui abordent ces points-là et qui insistent sur la nécessité de prendre le temps de faire du coup pour le coup une analyse plutôt a posteriori. On parlait d'analyse a priori tout à l'heure. Là, sur l'analyse a posteriori, et c'est des éléments qui sont repris dans un certain nombre de recommandations. Alors, je ne voulais pas faire de publicité pour le MAS, vous comprenez bien, ce n'est pas l'objet, mais c'est une obligation pour les entreprises qui sont certifiées MAS d'avoir un bilan HSE à la fin de chaque intervention. Le message est passé. Merci. Si vous m'autorisez. Allez, je vous en prie, je guette en même temps. Deux commentaires sur deux questions précédentes. Le premier sur l'écart prescrit réel en fin d'intervention. Il y avait un professeur, François Danielou, en ergonomie, qui disait ce qui est important, c'est de remonter l'écart entre la performance, l'efficacité et à quel coût du travail ça a été obtenu. Et effectivement, quand l'intervention est terminée, souvent les intervenants sont pressés de passer à autre chose, sont pressés par le planning et clôturent rapidement l'intervention. Ça a été, oui, ça a été, et on ne sait pas comment ça s'est passé et à quel point ils ont travaillé pour résoudre les aléas. Et ça, cette visibilité du travail est insuffisante. Dans le REX intervention, c'est ce qu'on voit dans le nucléaire. Deuxième point par rapport à l'autre question initiale, sur on va dire, l'état des petites structures face aux grosses structures qui n'ont pas forcément les moyens de préparer des dispositions, des systèmes de management de la sécurité. Donc EDF contractualise avec des entreprises qui sont capables de se doter de tels systèmes. Son processus de préparation des arrêts, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est
60 à 100 processus, c'est des dizaines de dispositions. Et donc, il faut bien réaliser que pour mettre en œuvre toutes ces dispositions, il faut des gens très compétents. Alexandre pourrait développer la question des compétences, mais aujourd'hui, nous, on se méfie d'une notion qui s'appelle la bureaucratisation de la sécurité. C'est bien ce travail de papier, de mise en place des dispositions, c'est des conditions nécessaires, mais ça ne fait pas tout. Ce qu'on veut voir, c'est une efficacité de terrain. Et donc, par rapport aux petites structures, on a dit à EDF aussi, plutôt que de chercher à auditer a priori des organisations qui peuvent concourir au marché EDF, faites des validations de compétences, entre guillemets, et de capacités organisationnelles sur des chantiers concrets, plutôt que de chercher à vous rassurer avec une sûreté de papier. Et si je devais dire en une phrase, faites attention au casting, plus aux compétences, donc, plus qu'au papier. Enfin, je ne sais pas si tu veux développer là-dessus. Merci. J'ai vu Corinne Kreuzenmeier qui souhaitait intervenir. On prendra une dernière question avant une petite pause. Je vous en prie. Je voulais juste réinsister sur un point qu'a évoqué Thomas par rapport à la différence contractualisée sous-traitée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entreprise sous-traitante a un contrat avec l'entreprise contractante. Elle n'a pas de contrat avec l'entreprise exploitante des équipements de travail, mais elle va intervenir sur le site de cette entreprise. Donc ça complique les choses et il est particulièrement important d'impliquer les interlocuteurs de cette entreprise dans l'analyse des risques, dans les conditions dans lesquelles ils vont mener l'intervention. Donc il faut bien comprendre qu'on a deux contrats complètement différents. Et voilà l'importance à associer ces entreprises sous-traitantes à l'analyse des risques, à la préparation de l'intervention et à toutes ces conditions. Je vous en prie, j'allais vous donner la parole pour vous poser la dernière question. Je vous en prie. Juste en complément de ce que vient de dire Corinne. Bien sûr. On n'en a pas trop parlé, mais dans le cadre de l'activité de travail, la porosité entre les frontières organisationnelles est finalement très forte. Et dans certains cas de figure, les salariés de l'entreprise prestataire, comment il faut appeler l'autre ? Contractante, c'est ça. Pour pas dire de Nosdorf, parce qu'il y a dans le nucléaire et c'est pas beau. Les salariés de l'entreprise contractante et de l'entreprise prestataire ont tellement l'habitude de travailler ensemble que la proximité relationnelle et professionnelle est plus importante qu'avec d'autres collègues de l'entreprise contractante. Donc en fait, il est très important de les mettre à bord parce qu'en fait, la proximité dans le cadre de l'activité de travail fait qu'il y a une interconnaissance entre eux, mais aussi de l'activité très fine. Donc il ne faut surtout pas, je pense, s'en tenir aux frontières organisationnelles formelles. Sachant qu'ils n'ont pas le droit les clients n'ont pas le droit de demander à ce que ce soit une personne en particulier qui intervienne, alors qu'ils se connaissent, qu'ils font bien l'intervention ensemble. Voilà, ils ne peuvent pas aller jusque-là. La dernière question, c'était, il y a plusieurs personnes qui nous demandent quelle est la suite donnée à votre belle étude, comment appliquer les choses que vous avez décortiquées, relevées, pour une meilleure prévention dans les entreprises. C'est une excellente question, merci. Encore. Alors, oui, après, nous on fait une enquête de terrain qui ne prétend pas tout couvrir, tout traiter en 1 an ou 2 ans d'enquête sur 400 entreprises sous-traitantes, des cas de figure très très variés, des missions, des dangers très variés, tout ça. Donc on a une modestie globalement sur l'élaboration de certaines conclusions. Il n'empêche que l'on fait des recommandations qui sont reprises par l'autorité de sûreté sous forme de lettres de demande aux exploitants nucléaires. Et c'est aux exploitants nucléaires et donc aux prestataires aussi de faire de l'ingénierie des solutions, de trouver des dispositions, de les mettre en place et ensuite à l'inspection d'inspecter. Après, nous, on peut rentrer dans un dialogue technique. Alexandre pourrait dire on continue les recherches, on ne s'arrête pas sur la sous-traitance, voilà, sur les conditions d'intervention. Là, on a parlé ensemble de la contractualisation des outils, comment faire des outils plus partagés peut-être, voilà. Merci pour les bonnes questions. Merci à vous, chers intervenants, pour vos contributions. On vous applaudit évidemment très fort.